Au nord-ouest du continent africain, le Maroc étire son littoral sur 3500 km. À partir des frontières maritimes, le pays fait la transition avec le grand désert du Sahara, ouvert au sud, presque sans limite. Mais le désert marocain déroule un vaste plateau où la pierre est plus répandue que le sable. L'environnement désertique conditionne en grande partie la vie au Maroc. Cependant, les imposants reliefs modifient la donne. Ils culminent à plus de 4000 mètres et peuvent arrêter les nuages venus de l'océan. La roche porte la marque des pluies qui ruissellent et alimentent les cours d'eau intermittents, les oueds. Si rare et si précieuse, l'eau fait verdir les collines au printemps. Elle est captée et distribuée pour permettre les cultures jusqu'à la limite du désert. Les systèmes d'irrigation tracent parfois dans le sable des formes insolites et redessinent les paysages. Au centre des préoccupations, l'approvisionnement en eau mobilise les énergies. Mais beaucoup reste à faire, car la moitié seulement des terres cultivables sont irriguées. Au-delà des reliefs, la présence humaine se diffuse grâce à un excellent réseau routier, un des meilleurs d'Afrique. Le monde moderne a pénétré le désert qui a dû accepter l'implantation de l'homme. Les moyens de communication facilitent les échanges sur un territoire près de 1,5 fois plus grand que la France. À l'extrême nord du pays, la Grande Bleue, le surnom de la Méditerranée, associe ses couleurs à celles de l'Atlantique. Quand les deux se réunissent, l'Europe est toujours bien en vue. Le vieux continent se dresse à la porte d'une cité fondée, selon la mythologie grecque, par le fils de Neptune, Tanger. Habitée depuis plus de 2500 ans, la ville a établi sa prospérité sur un port très actif que les Phéniciens fréquentaient déjà. Le bleu intense qui règne dans la baie de Tanger a inspiré le peintre Matisse. Mais le contrôle du détroit de Gibraltar a suscité les convoitises des grandes puissances. Elles se disputèrent la ville tout au long de son histoire. Dans la Médina, la vieille ville, les références culturelles s'enchevêtrent. L'église de l'Immaculée Conception fut élevée par les Espagnols, alors que la construction de la Grande Mosquée marqua le départ des Anglais à la fin du XVIIe siècle. L'édifice musulman occupe la place d'une ancienne église portugaise. La place du Grand Soko est un des points névralgiques de Tanger, dominé par le minaret de la mosquée Sidi Bouabid. L'appellation Soko dérive du mot souk, qui désigne le quartier voué au commerce et à l'artisanat dans les villes de culture arabe. Les espaces dégagés sont rares dans une structure urbaine qui a peu changé depuis le Moyen Âge. Dans la partie haute de la ville, la Casbah est la citadelle protégée par des murailles et la déclivité du terrain. Le milliardaire américain Malcolm Forbes y possédait une demeure transformée aujourd'hui en musée. Pour de nombreux artistes et intellectuels, Tanger fut un lieu de villégiature très prisé au milieu du XXe siècle. Vers le sud, en plein cœur du Maroc, la ville de Fès est la plus ancienne des villes impériales du pays. Plusieurs grandes dynasties en ont fait leur capitale, comme les Mérinides à partir du XIIIe siècle. De leur tombeau, les Mérinides veillent sur la cité. La vieille ville de Fès est contenue à l'intérieur d'un rempart bien conservé. Les plus anciennes parties remontent pourtant au XIIe siècle, l'époque où la dynastie des Almohades prit le pouvoir. Le palais Dar el-Maksen fut la résidence du sultan. La finesse inouïe des décorations en métal, en céramique ou en stuc témoigne de l'habileté des artisans locaux.
La porte Boudjelloud se couvre d'un côté de faïence bleue, la couleur de Fès, et de l'autre de faïence verte. Selon Mahomet, le vert était aussi bénéfique pour la vue que le visage d'une femme. Dans la Médina, le luxe de certaines demeures laisse pantois. Ce palais a été construit au XIXe siècle. Par la suite, ça a été donné en résidence au maréchal Lyautey, qui en a fait donc sa résidence principale. Et c'est ici même qu'a été signé le traité du protectorat entre le Maroc et la France en 1912. Enfin, ça a été transformé en premier collège de la langue française au Maroc. Et à partir des années 60, ça a été racheté par ma famille, qu'on a fait donc un restaurant typiquement marocain. Impossible d'échapper au rite du thé à la menthe, servi de haut pour en exhaler le parfum. L'effervescence agite les souks en permanence. Mais l'animation n'empêche pas une organisation très rigoureuse. Ainsi, les produits cosmétiques comme le kohl pour les yeux ou le rassoul, un shampoing minéral, ne se trouvent que dans un secteur bien précis. Les articles et les activités moins nobles se retrouvent à la périphérie. C'est le cas pour les tanneurs qui travaillent des matières aux odeurs très fortes. Dans les cuves de pierre ou de bois, les peaux sont tannées avec des substances autrefois végétales, aujourd'hui synthétiques. Les cuirs subissent une demi-douzaine d'opérations pour être épilés, assouplis, lissés, colorés et enfin séchés. La tradition du cuir est tellement assimilée au Maroc que le pays a donné son nom à une spécialité artisanale, la maroquinerie. Les percussions font partie du décor dans le souk des dinandiers, où les artisans martèlent le laiton. Les techniques utilisées et les motifs représentés sont jalousement protégés, car l'espionnage industriel est monnaie courante. Parmi les objets les plus fabriqués, les plateaux et les services à thé, avec le sourire en prime. Au XIIIe siècle, on comptait presque 200 potiers à Fès. Ils sont 4 fois moins nombreux aujourd'hui, mais ils reproduisent toujours fidèlement le dessin géométrique bleu et blanc caractéristique de la ville. La céramique prend le nom de zélige lorsqu'elle décore des bâtiments. Le long de l'Atlantique, la végétation est presque inexistante, sauf à l'embouchure des cours d'eau. Elle abonde sur les rives de l'oued Bourgreg. Au Xe siècle, pour lutter contre les berbères hérétiques, des musulmans y élevèrent un ribat, un couvent fortifié. Il donna son nom à l'actuelle capitale du pays, Rabat. La tour Hassan est le minaret d'une mosquée gigantesque commencée à la fin du XIIe siècle. La mosquée resta inachevée après la mort de son concepteur, qui avait rêvé d'en faire la plus vaste du monde musulman. Seule subsiste une forêt de 200 colonnes à la mesure de l'ambitieux projet. À côté se dresse le mausolée de marbre blanc où repose le roi Mohamed V, l'artisan de l'indépendance, et le roi Hassan II, 38 ans de règne. Les deux monarques de droit divin, descendants de Mahomet, sont veillés par des gardes royaux, vêtus du traditionnel burnou, une large cape arrondie. Le blanc prédomine, rehaussé du rouge emblématique de la dynastie actuelle, la dynastie alaouite. Au sud de Rabat, les petites stations balnéaires se succèdent avant la rencontre avec une métropole énorme, la plus vaste agglomération de tout le Maghreb, Casablanca, 4 millions d'habitants.
l'inspiration française est toujours visible dans un patrimoine immobilier qui reflète partout la formidable croissance urbaine. L'architecture musulmane, même dans une ville très occidentalisée comme Casablanca, a peu changé depuis le Moyen-Âge. Les mosquées obéissent à des normes précises, indifférentes à l'environnement immédiat. Sur le front de mer, un nouveau phare éclaire désormais l'islam. Le minaret de la mosquée Hassan II, le plus haut du monde. La mosquée gigantesque a nécessité 5 ans de travaux. Jour et nuit, les meilleurs artisans du pays se sont relayés pour décorer un édifice selon des techniques ancestrales. Le travail du marbre blanc et des céramiques émeraudes a touché les sommets de la perfection. Une souscription a financé le projet en grande partie. Mahomet promet en effet le paradis à ceux qui élèvent une mosquée. En poursuivant vers le sud, l'océan Atlantique fouette la côte avec énergie. Les longues bandes de sable succèdent mollement aux amas rocheux. Un coquillage ramassé sur la plage, le murex, fit la notoriété d'Essaouira dans l'Antiquité. On en extrayait la pourpre et les remparts semblent toujours porter la trace du fameux colorant. La ville fut fortifiée au XVIIIe siècle par un sultan alaouite sur un schéma inspiré de Vauban. Le dispositif défensif était complété par 3 bords, des bastions circulaires. Le port d'Essaouira connaît une animation intense lorsque les bateaux reviennent de la pêche. Par cajot entier, on y décharge les sardines et les anchois. Ces 2 poissons fournissent à la population locale de nombreux emplois, directs ou indirects. Mais la pêche à Essaouira n'a pas quitté le stade artisanal. La concurrence est vive et la productivité laisse à désirer. La main-d'œuvre, peu qualifiée, ne trouve pas toujours à s'employer. Les méthodes artisanales sont aussi appliquées au chantier naval. Avec le bois de teck, on assemble des bateaux au profil immuable. La réputation des artisans d'Essaouira est faite depuis longtemps. Nombre d'entre eux réalisent des splendeurs avec le bois d'un conifère, le thuya. Les différentes parties de l'arbre sont utilisées. On a des boîtes comme ça, claires, et des boîtes comme ça plus foncées. Le plus foncé et le moucheté, c'est de la racine de thuya. Et le clair, ça, c'est du tronc du thuya. Et le bois, ça se trouve juste ici, à Essaouira, à la sortie vers Marrakech, la route qui emmène à Marrakech. Et ça se travaille ici à Essaouira. C'est la capitale du thuya. La ville d'Essaouira surprend parfois par ses allures européennes, mais l'ambiance du Maghreb prédomine. Les rues tracées au cordeau et le plan urbain ont été dessinés par un ingénieur français réquisitionné par le sultan au XVIIIe siècle. La ville en tirera son nom. Essaouira signifie « la bien dessinée » en arabe. Le long de l'océan Atlantique, la plage s'étend à perte de vue. Elle est bordée sur toute sa longueur par une route qui s'enfonce vers le sud. En 1960, un terrible tremblement de terre détruisit 80% d'Agadir. La ville fut reconstruite plus au sud pour limiter les risques pour l'avenir. Aujourd'hui, Agadir possède le premier port de pêche du Maroc.
Au fond d'une vaste baie, Agadir bénéficie d'un abri naturel contre l'Atlantique. Les plages qui bordent la côte forment le premier atout d'une ville stimulée par le tourisme. Entre la vallée du Souss et les montagnes de l'Atlas, Taroudante fait la jonction. La ville est entourée d'impressionnants remparts derrière lesquels elle a défendu son indépendance. Taroudante ne possède pas de quartier à l'européenne parce que la ville n'a jamais été un centre administratif français, contrairement à d'autres localités comparables. Dès qu'on s'éloigne de l'Oued, l'eau vient à manquer. Les pentes empêchent les végétaux de se fixer. Le paysage se dénude complètement et le lit du cours d'eau à sec ne laisse à la verdure que peu d'espoir. Alors que les collines dévoilent une roche teintée par différents minéraux, la végétation réapparaît soudain. Avec l'altitude, les nuages se condensent et procurent l'humidité nécessaire aux cultures en terrasse, proches des villages berbères. Le col du Tizin Test donne accès à la vallée de l'Ourika, aux maisons de terre et de pierre. Sur le toit du Maroc, l'eau coule en abondance. L'eau dévale du plus haut sommet d'Afrique du Nord, le Toubkal, à plus de 4000 mètres. L'imposant massif, couvert de neige en hiver, barre la vallée de toute son envergure. En provenance du sud, les caravanes longeaient jadis les montagnes de l'Atlas et convergeaient toutes en direction d'une cité légendaire. Marrakech a donné son nom au Maroc. On la surnomme la Perle du Sud. La ville doit son existence à une oasis autour de laquelle une immense palmeraie s'est développée. D'après une légende, les arbres proviennent des noyaux de dattes crachés par les guerriers qui fondèrent la ville au XIe siècle. Un pavillon discret servait de garçonnière au sultan près du bassin dans le jardin de la Ménara. Certains prétendent qu'il jetait ses compagnes à l'eau après une nuit passée avec elles. Portes monumentales percent la muraille qui entoure la ville depuis le XIIe siècle. La Koutoubia a inspiré nombre de mosquées en terre d'islam. De sa hauteur, elle domine la Médina. Avec 1 million d'habitants, Marrakech est une ville hyperactive qui s'agite autour de la place Djema El Fna. Les paysans et les commerçants de la région se rassemblent sur cette large esplanade à proximité immédiate des souks. Les souks de Marrakech révèlent une incroyable diversité de formes, de couleurs et de senteurs. Derrière chaque étal, un vendeur peut jaillir. Les activités sont regroupées par genre dans la lumière tamisée par les latis de bois. À l'extérieur, les artisans s'expriment aussi. Les céramiques vernissées renvoient la lumière du soleil et les dentelles de terre cuite l'absorbent. Les contrastes d'ombre et de lumière créent les nuances des fameux tapis marocains. La laine reste la seule matière première, alors que les dessins et les couleurs varient. Festival pour les sens, Marrakech saute aux yeux, au nez et à la bouche. Au nord-est de Marrakech, l'eau glisse sur la pierre calcaire pour former les cascades d'Ouzoud. D'une hauteur de 100 mètres, le cours d'eau effectue un saut majestueux.
Source de fraîcheur, les cascades augmentent leur débit au printemps, lorsqu'elles sont gonflées par la fonte des neiges de l'Atlas. Ayet Benadou est un sommet de l'architecture berbère. Le village fortifié, un ksar, est inscrit par l'UNESCO au patrimoine de l'humanité. Magnifiquement intégré à l'environnement, le ksar est composé de tours massives, utilisées à la fois comme grenier et comme donjon. Mais la population se fait de plus en plus rare, dans les murs en pisé, un mélange de terre, de pierre et de paille. Le cinéma exploite régulièrement le fantastique décor, mais le danger subsiste de voir un jour les habitants laisser la place aux cigognes. De nombreux villages fortifiés se succèdent dans la vallée du Dra, sur 200 km. Ils accompagnent l'étroite et longue palmeraie qui suit le cours d'eau comme son ombre. Pendant l'Antiquité, le Dra était un fleuve permanent, le plus long du Maroc. Mais aujourd'hui, il n'atteint même plus l'Atlantique. L'eau se volatilise à mi-parcours et la vallée se comble peu à peu. À 165 km de Ouarzazate, le Dra croise encore la ville de Zagora, aux avant-postes du désert. Zagora, en tant que ville, a été fondée à l'époque française. Mais l'oasis était déjà habitée au XVIe siècle. La localité marque le point de départ des caravanes vers le désert. Tombouctou, au Mali, ne se trouve, pour les dromadaires, qu'à 52 jours de marche. Au quadrillage des maisons répond celui des cultures, dernier repère avant que le désert ne gomme les contours. Sans moyens adaptés, impossible de franchir les hautes dunes de sable aux contours fuyants. Tout ici rappelle l'océan, l'immensité, les vagues, les courants et le vent. Un lointain rappel de la Grande Bleue. Vers le sud, l'habitat construit en dur se fait rare et la végétation tend à disparaître. Pour survivre dans le désert, il faut se déplacer, suivre les traces laissées par d'autres, garder le cap et ne pas s'en écarter. Les hommes bleus savent lire dans le sable. Leur maison les accompagne, elle ne les retarde pas. Dans les méandres de l'histoire, le Maroc suit une ligne constante. La vie est toujours présente entre les vagues qui s'enroulent de la Grande Bleue au grand désert.